Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette toute première émission modèle dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Diane Audrey Ngako, qui est la fondatrice de Visiter l'Afrique. Donc, bienvenue Diane. Merci beaucoup. Alors, c'est la deuxième fois, première fois à Montréal. Comment tu trouves ça? Alors, la première fois que je suis venue, j'avais 19 ans, 18 ans. J'avais pas beaucoup aimé parce que j'étais venue en stage, je connaissais pas trop la ville. Okay. Je sais que j'étais dans un appartement pas très loin du métro Sherbrooke. Ah, déjà, c'était bien placé. Voilà, c'était bien placé, mais je ne savais pas que c'était bien placé. À l'époque. J'avais l'impression que c'était pas vraiment Paris, parce que j'aurais de Paris à l'époque. Donc tout ce qui était grande ville, un peu à la New York. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de francophones aussi. Je recherchais un peu une expérience un peu plus différente, un peu plus américaine. J'entendais que des Français un peu partout. Et là, je reviens un peu plus, je reviens pour la première fois, plus adulte, avec un regard différent, j'ai un peu plus voyagé. Et là, je rencontre des personnes qui me donnent envie de découvrir là, Montréal. Et surtout, tu reviens avec un projet, c'est un peu dans tes bagages, une entreprise, Visiter l'Afrique. C'est ça. Et comment ça a commencé, pourquoi ça a commencé et qu'est-ce que tu nous vends avec Visiter l'Afrique? Alors, Visiter l'Afrique a été lancé le 30 juin 2014. C'est parti d'une idée assez simple. Je suis partie du Cameroun à l'âge de 12 ans, en 2003. Et j'ai mis 10 ans avant de rentrer dans mon pays d'origine, le Cameroun, en 2013, pour aller voir un de mes papas qui était pas en santé, mon papa. Et en le regardant, en regardant un peu le Cameroun que j'avais laissé, je me suis dit, ah, peut-être que ce que je peux rendre à mon pays, c'est un site qui lie mes deux passions, la photographie et le voyage. Et je vais créer Visiter le Cameroun. Donc je rentre de ce voyage. Et donc c'est parti de là, Visiter le Cameroun. C'est ça. Je rentre en mai 2013 avec ce projet, je me dis je vais créer Visiter le Cameroun. J'achète le nom de domaine, la page Facebook, Twitter, Instagram, très rapide. Je suis très digital. Hein. Et après, une semaine avant le lancement, des amis qui ne sont pas camerounaises me disent je devrais faire quelque chose de plus grand. Parce que moi je suis gabonaise, moi je suis togolaise, moi je suis ivoirienne. Et si tu crées quelque chose de plus grand, ton idée va être beaucoup plus large, ça touchera différentes personnes et de la diaspora et du continent. Parce que demain, si tu crées Visiter le Cameroun, ça va inspirer Visiter le Sénégal, Visiter le Gabon, Visiter le Mali. Il y aura plusieurs petits, mais pas vraiment quelque chose. C'est ça. Et elles avaient raison parce que j'ai vu Visiter le Mali, Visiter le Cameroun, Visiter le Sénégal. Quelques temps après, je suis très contente. Parce qu'on sait quand même, parce qu'on sait qu'on a créé une dynamique et ça fait plaisir. Okay. C'est beaucoup ça, c'est un peu le secret de Visiter l'Afrique, c'est de miser sur des voyageurs, des storytellers qui eux racontent leur histoire, racontent ce qu'ils vivent de l'Afrique, de leur coin d'Afrique, à travers des images, à travers des textes aussi, parce qu'il y a quand même quelques partages, les personnes qui partagent leur récit, leur voyage. C'est ça. Mais c'est ça qui rend la chose un peu captivante parce que les gens ils se rendent compte qu'ils sont ambassadeurs de quelque chose. On a laissé pendant trop longtemps des personnes souvent non africaines nous raconter l'histoire du continent et d'un seul coup on a la possibilité de raconter autre chose, de changer le narratif africain. Et on a souvent l'impression que seul on ne peut rien faire et qu'en ensemble on peut faire quelque chose de plus grand. Et donc c'est comme ça que vous avez aujourd'hui 300 contributeurs qui ont rendu ce site possible. Et je dis toujours que Visiter l'Afrique, c'est pas une histoire d'une jeune fille camerounaise qui a pensé à un projet, c'est l'histoire de différents Africains, de non-Africains qui adorent le continent et qui souhaitent le voir émerger. Et je pense que seuls les Africains aujourd'hui peuvent porter haut le continent. J'ai cherché des gens pour m'accompagner sur ce projet, il n'y en a pas eu. Et au début, en tout cas, je voulais qu'il y ait une équipe de 5-6 personnes qui portent Visiter l'Afrique pour pas que ce soit mon identité à moi et qu'on m'identifie comme la fondatrice de Visiter l'Afrique, mais quand on voit quelque chose comme quelque chose d'un groupe, je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des personnes qui ont contribué via des articles en Afrique du Sud, au Kenya, mais j'ai pas trouvé des gens qui voulaient porter ce projet avec moi. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui il y a tout un peu de tour. C'est ça que j'allais dire. Aujourd'hui ça a un peu changé parce que aujourd'hui ce n'est plus un hobby, c'est plus une passion sur les côtés, c'est vraiment une véritable entreprise et ça embauche des gens. Tu es chef d'entreprise aujourd'hui et à quel moment tu as su que ça allait devenir ton temps plein comme on dit ici au Québec? Alors c'est une très bonne question. Il y a un an, on lance une campagne de crowdfunding, de financement participatif. On demande 15 000 € pour pouvoir faire un nouveau site internet, pour faire un magazine en ligne, pour faire des événements culturels. Donc il nous fallait 15 000 €, mais on avait listé plein de choses. Okay. On savait que ça allait être, si les personnes nous suivaient, ça allait nous donner de la force pour continuer d'investir nos fonds personnels. Nous sommes 6, hein. J'ai une équipe de 5 filles, c'est un peu le girl power. On aime ça. Et donc moi j'y croyais. Pour moi, j'ai choisi la plateforme KissKissBank parce que si tu réussis ton projet, tu as les sous.
si tu réussis à moitié, enfin si tu n'as qu'une partie de la somme, on rembourse aux personnes qui ont contribué. Donc pour moi c'était soit tu prends ton projet et tu demandes la somme que tu veux parce que tu en as besoin. Ok, donc c'était donnant-donnant. Voilà. Si les gens ne contribuaient pas, ça voulait dire qu'ils n'y croyaient pas. Et c'est eux les premières personnes touchées. Et est-ce que si ça n'avait pas atteint ton objectif, tu aurais arrêté le projet? Non, j'aurais continué. C'est bon. Mais c'était très dur parce que la dernière semaine, il nous manquait 8 000 euros sur 15 000 euros. Quand même. Mais on avait commencé très bien. Les 2 premiers jours, on avait 2 000 euros, donc on pensait que ça allait garder la même dynamique. Et la dernière semaine, non, les 9 derniers jours, il nous manque 8 000 euros. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en même temps, j'ai une équipe, je ne peux pas dire mon équipe, j'ai peur. Parce qu'il faut maintenir la dynamique. Parce qu'une campagne de crowdfunding, ça durait pendant 40 jours, il faut constamment relancer, constamment. Et si une personne tombe, les autres tombent. Donc j'étais obligée de faire semblant d'être confiante. Et c'est marrant parce qu'une fois qu'on a réussi la campagne, on avait tous ce sentiment. On devait toutes montrer qu'on était fortes. Même dans une manière, on travaille sur notre campagne, mais on avait quand même l'impression qu'il y avait un vrai soutien de tout le continent. Il y a des gens qui faisaient des PayPal, nous faisaient des PayPal personnels que nous même si n'avait pas les moyens directement. Il y avait le continent, toujours. Le continent était dedans. Plus que la diaspora, tout le monde a contribué. Des gens donnaient de l'argent liquide pour qu'on mette nous-mêmes dans la campagne. Et puis, c'était, enfin, ils ont fait, franchement, j'étais super contente. Enfin, moi, je suis toujours très contente parce que c'est un projet qui est né dans une chambre plus ou moins d'étudiantes, et puis de voir que des personnes y ont cru autant que vous. Parce que quand on crée souvent quelque chose, on pense qu'on est seul. Et là, vous avez 383 personnes qui mettent 16 783 euros, c'est incroyable. Et je suis trop contente, et ça nous a donné la force, en tout cas après, de se dire qu'on allait ouvrir une entreprise. Naturellement, cette entreprise n'a pas visité, on ne sait pas vraiment ce que cette entreprise fait, parce que c'est pas visiter l'Afrique, c'est une entreprise qui détient visiter l'Afrique. On travaille beaucoup avec les États sur les questions de communication, de tourisme. Lorsque vous avez une plateforme comme Visiter l'Afrique, vous vous rendez très vite compte que vous pouvez avoir certains freins. J'ai beau dire aux personnes d'aller au Mali, je vais leur dire où aller au Mali, ce qu'ils doivent faire. Si le Mali lui-même ne fait pas un site, je ne sais pas, découvrir le Mali, visiter le Mali et de mettre en avant leur potentiel touristique, les gens auront toujours des doutes. Ils ont besoin de s'assurer que voilà, que les institutions du pays, vont de pays, prendre la promotion. C'est ça. Donc c'est comme ça qu'on s'était dit en interne qu'on allait travailler dessus. On produit du contenu pour des médias aussi, sur le continent et à l'extérieur. Sur le continent, c'est non seulement important, parce que notre cible principale reste la classe moyenne, la classe entrepreneuriale, qui représente aujourd'hui 300 millions d'Africains. Ça sera demain encore plus grand. On estime que si les Africains s'approprient leur continent, ils sauront très bien le vendre. Et quand ils le vendront, ces personnes viendront sur le site internet. On parlait justement des repack, des gens qui reviennent en Afrique, enfin qui reviennent dans leur pays de naissance, leur pays d'origine. Est-ce qu'eux aussi font partie de cette clientèle cible de Visiter l'Afrique? Est-ce qu'ils sont aussi interpellés par Visiter l'Afrique, peut-être de redécouvrir l'Afrique à travers le récit d'autres personnes? Est-ce que eux aussi tu vas les chercher? On va chercher les voyageurs. Les voyageurs restent la cible principale. Les Africains restent aussi la cible principale. C'est des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe sur le continent. Si on vous dit qu'au Nigeria, il y a un boom financier, qu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Lagos, vous allez trouver des endroits pour faire le yoga, les plus beaux restaurants, les plus beaux restaurants de la planète, oui, vous pouvez vous intéresser. Vous allez un peu regarder sur Visiter l'Afrique. Si c'est vraiment vrai, s'il y a vraiment des experts pour faire le yoga, c'est vraiment de très bons restaurants, comme on peut le dire sur d'autres médias ou d'autres plateformes. Mais ce qui nous intéresse, en tout cas, de base, ce sont les Africains qui vivent sur le continent. Culturellement, on n'a pas cette logique de voyager, parce que ça coûte cher, notamment les billets d'avion sur le continent. Quand moi je fais Douala, Abidjan, je paye 400 000 francs CFA, c'est à peu près 600-700 euros. Quand même. Ce qui est énorme. C'est le prix que je paye quand je fais Paris-Douala. Donc, sur le principe, je peux me dire que pourquoi aller chez mon frère, chez mon cousin, alors que je peux aller découvrir autre chose ailleurs. La seule chose qui peut me freiner, c'est que Paris me refuse de me donner le visa. C'est plus aussi légal. Mais dans ce cas, les gens ont besoin de savoir qu'il y a plusieurs options. Peut-être prendre le bus, peut-être prendre le train, c'est moins cher, ne pas avoir peur. Généralement, quand on se déplace chez nous, on va peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va se marier. Il y a un décès. Et donc, des événements vraiment familiaux. Des événements. Parce que voilà, on a aussi des problèmes d'infrastructure clés. Parce que je dis toujours, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que si la route entre Douala et Yaoundé est cassée,
Il n'y a aucune raison que la personne prenne le taxi ou la voiture pour faire ce chemin, même si c'est pour découvrir, parce que le risque que cette personne perde de la vie, voilà. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt d'aller découvrir une ville à côté si vous n'êtes pas sûr d'avoir accès à l'eau. D'arriver en ville déjà. Et naturellement d'arriver en ville. Donc il y a un vrai travail que les États africains doivent faire, développer les infrastructures clés. Il faut revoir aussi la politique des visas, même si on veut attirer même les gens de la diaspora qui vivent à Montréal, qui vivent à New York, qui rencontrent un vrai melting pot. Quand on vit au Cameroun, on rencontre beaucoup de Camerounais. Mais quand on vit à Montréal, on rencontre des Béninois, on rencontre des Togolais, et d'un seul coup ils nous parlent de leur pays, on se dit oh, on a voir un peu là-bas. Tous les Ivoiriens, ils aiment bien toujours dire que leur pays est choquant. Donc un Camerounais, un Togolais, un Ivoirien, un Béninois va aller voir si la Côte d'Ivoire est bien. Parce qu'on a la chance aussi d'avoir un melting pot. Mais pour ça, le frère Béninois, il fallait sur internet pour regarder comment est le pays. Un pays comme la Côte d'Ivoire sait vendre ses destinations, sait vendre Assini, sait vendre Daloa ou Korogo. C'est ce qu'on attend des autres pays, comme ce qu'a fait le Maroc, le Kenya, la Tanzanie, des pays comme le Gabon qui sont magnifiques. Moi j'adore le Bénin, j'adore Ouida, j'adore Porto Novo, j'adore des histoires fortes. Et bon, maintenant avec le nouveau président, on attend de voir ce qui va se passer, mais l'Afrique a tellement de choses à apporter, les personnes qui font le continent ont beaucoup de choses à apporter. Et est-ce que, parce que j'entends beaucoup d'États africains, est-ce que tu penses que visiter l'Afrique touche un peu de politique? Est-ce que c'est un élément que tu aimerais toucher? Parce qu'on parle de changer un peu la politique des visas, toucher ou redessiner un peu les infrastructures locales. Donc est-ce que visiter l'Afrique un jour prendra part ou apportera sa voix? On a besoin que les États fassent leur travail. Voilà. Je veux dire, quand vous êtes à Montréal, les gens vous disent oh j'ai envie d'aller à Paris, la baguette de France, la Tour Eiffel. On a des éléments clés qui. Parce que la France, c'est ça. Parce que la France travaille sur le marketing de son pays, comme le Canada va faire pour la région Québec et comme pour Montréal. C'est ce qu'on attend du continent, mais le Maroc le fait très bien. Le Maroc, vous allez au Maroc, vous pouvez choisir d'aller à Fès, vous pouvez choisir d'aller à Tanger, vous pouvez choisir d'aller à Casablanca, à Rabat. C'est ce qu'on attend aussi un peu chez nous. Le Kenya l'a fait, l'Afrique du Sud l'a fait, mais l'Éthiopie commence à le faire. Mais les pays d'Afrique francophone, vu qu'on parle français, les pays d'Afrique francophone, la Côte d'Ivoire, le Congo, le RDC, c'est un pays magnifique. Voilà, il faudrait que nos États jouent le jeu. Diane, tu as 25 ans, déjà plusieurs cordes à ton arc, déjà une entreprise, un background en médias sociaux, une créativité sans borne. Qu'est-ce qui t'a incité justement à avoir à poursuivre cette carrière entrepreneuriale que tu entames aujourd'hui? Alors ça va faire un peu cucu, mais pour moi le plus important c'est d'être heureuse. Je fais des choses qui me passionnent. Après avoir eu mon bac à 18 ans en France, j'ai demandé à mes parents d'aller faire mes études aux États-Unis. Mes parents me voyaient faire une carrière d'avocate ou de médecin. Tout mon parent noir, c'est vrai, précisément. Voilà. Et donc je leur ai dit que je ne voyais pas faire ça. Ils m'ont dit ok, qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait Barack Obama qui venait d'être président, donc je lui ai dit que ouais, je voudrais bien faire de la politique sociologie. Donc j'ai été envoyée aux États-Unis, à Washington pendant 1 an. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'adorais la com. Parce que je travaillais sur un projet à la Banque mondiale qui faisait venir, qui visait, c'est marrant, à faire la promotion des pays du continent, touristiquement parlant. Okay. Il avait fait avec l'Ouganda, il s'était rendu compte qu'il y avait eu un impact de 30% sur des vols USA Kampala. Et ils ont fait le deuxième avec le Sénégal, donc j'ai travaillé dessus et j'ai adoré. J'ai fait de la com dessus et je me suis dit ah. Et je me suis dit quel est le pays de la com? C'était la France, donc j'ai décidé de rentrer. Okay. Mes parents me disent que mon enfant, la com c'est quoi? C'est le journalisme. Ouais. Mon père qui vit au Cameroun, il a fait des études en France, mais lui la com ça va pas me permettre de vivre. C'est pas très concret. C'est pas très concret. Ils me donnent 2 ans. Pendant 2 ans, ils me disent qu'ils vont me tester, ils vont voir si ça marche. Mais ils me disent que la 3e année, je retourne aux États-Unis, que je continue ma vie, ce que j'avais commencé. Et donc j'ai donc un BTS en com durant ces 2 ans, de 2010 à 2012, je crois. Et mes parents me disent que bon, il faut rentrer. Il faut aller aux États-Unis là, il faut continuer. Je pars 3-4 mois à Atlanta faire un stage. Okay. Et puis j'ai mes parents que je vais revenir à Paris, que je vais faire une 3e année de com, une 4e, une 5e année. Et là mes parents me disent, comme c'est ça, débrouille-toi. Donc naturellement, j'ai donc payé mon école en faisant des petits jobs. Et ça leur a montré que j'y tenais vraiment.
Et aujourd'hui, ils sont fiers. Je pense que le plus important, c'est d'être heureux et d'être bien dans sa tête. Et quel conseil tu aurais pour quelqu'un justement qui vivrait peut-être la même situation que toi? Parce que souvent, le premier réflexe serait d'en vouloir à ses parents, d'abandonner, de voir la charge trop lourde pour poursuivre. C'est quoi? Pourquoi tu as décidé de continuer toi? Hier, je disais à ma mère que c'était ma meilleure amie. C'était ma meilleure mère. Ma mère, c'est mon inspiration. On est super proches. Et encore plus avec mon père. Je suis très proche de mes parents. Donc je leur en voulais pas spécialement. Pour moi, c'était un moyen de leur dire, ok, wait, and see. I will show you. Je pense que moi j'ai un caractère d'aventurier, c'est pour ça que je voyage aussi seule tout le temps. Je pense que les gens devraient se dire qu'on ne vit qu'une fois. Et pour soi. On ne vit pas la vie de ses parents. Moi, c'est mon point de vue. Diane, tu es une jeune femme noire. Est-ce que tu trouves que ça t'a amené des défis ou au contraire, ça te procure des avantages? Ça me procure des avantages, mais je pense même pas qu'il soit question de défis ou d'avantages. Nous sommes ce que nous sommes. D'accord? Et je pense qu'on ne devrait pas s'arrêter au fait d'être femme, on ne devrait pas s'arrêter au fait d'être noire. Et j'ai jamais été aussi et autant fière d'être noire qu'en 2016. Voilà. J'avais un blog, et puis il y a 2 ans, Le Monde m'a contacté parce qu'ils créaient la section africaine. Ils m'ont demandé de penser à cette section avec eux. J'avais 23 ans, j'avais 22 ans et demi quand ils m'ont contacté. Et il y avait des grands, il y avait Serge Michel qui était ancien directeur du journal, qui a écrit un super livre qui s'appelle La China Afrique et qui te donne rendez-vous pour te demander ce que tu penses. Et tu travailles sur un projet comme ça? Non. Je pense que ce sont nos influences, ce que nous aimons, les gens qui nous entourent, qui font les personnes que nous sommes. Et j'aimerais que mes sœurs noires se réalisent en fait. Et j'espère en tout cas inspirer une génération de femmes noires, jeunes ou moins jeunes, à croire en leur potentiel. On n'a pas à douter de nous, on n'a pas à se considérer plus misérable que d'autres personnes, parce que les médias jouent souvent ce rôle-là. Exactement, et surtout c'est ce que je trouve, c'est en termes de représentation de la diversité, comme on aime beaucoup utiliser ce mot, c'est qu'on a tendance à nous cantonner dans certains rôles, certaines responsabilités, alors que justement, ce que tu dis, c'est qu'on devrait sortir de ces... Exactement, enfin, je trouve qu'il y a... Enfin, aujourd'hui, on a la chance quand même qu'avec des personnes qui ont des médias sur Internet, qui ont une voix aussi, elles nous donnent l'impression qu'on n'est pas seul. Internet nous a permis de nous rendre compte qu'on n'était pas seul. Il y a 10-15 ans, tu habitais dans ton petit village, dans ta petite campagne, Internet est super cher et souvent même peu accessible pour certaines personnes. Tu ne savais pas qui te ressemblait, à qui te révéler, à qui t'identifier. Mais maintenant, tu sais que voilà, il y a une personne il y a Déborah qui est à Montréal, qui fait des choses incroyables, qui va en avoir des femmes, pas qu'africaines, parce qu'au final, les femmes ont vu des choses assez semblables, ou pas que noires. Tu as une Diane qui a son super boulot à Paris, qui est en train de s'installer au Cameroun. Et moi, j'ai un bon boulot, peut-être une bonne situation, je peux faire la même chose. Parce que j'estime que j'ai des choses à faire au Bénin, au Togo ou dans la ville où je suis ici en ville. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, on suit les expériences, on vit les expériences et ça nous donne la force de se lever le matin, de sauter. Il y a des gens qui me disent souvent que oui, Diane, tu es trop proche des gens. On me le dit souvent. On me dit souvent, oui, mais toi, tu es trop simple, tu es trop proche des gens. Mais moi, je dis aux gens, il y a toute une génération. Est-ce que ta vie est très partagée sur les médias sociaux, que les gens s'attendent à ce que tu sois inaccessible? Est-ce que c'est pourquoi tu penses qu'on te... Oui, les gens ont l'impression que tout ce que je fais devrait me rendre encore plus... Voilà, devrait me rendre plus inaccessible. Quand j'étudie les réseaux sociaux, c'est pas pour dire que ma vie est excellente, que je voyage partout. C'est pour dire qu'on peut être noir aujourd'hui, vivre au Cameroun et voyager. Voilà. Quand on est en Afrique, ça veut pas dire qu'on est... Quand les gens disent que je vais rentrer m'installer au Cameroun, oh là là, elle va plus bouger. Non, aujourd'hui on a WhatsApp, on appelle ses amis qui vivent à Cuba, qui vivent à LA, on discute avec elles, on prend un billet d'avion parce qu'on a travaillé et on va se faire plaisir pour voir ses proches. Et je dis aux gens souvent qu'on a plein de réussites sur le continent africain, mais on ne sait pas comment ces personnes ont réussi. On ne sait pas comment faire pour les approcher. Et demain, ces personnes ne seront plus là. Et elles auront gardé tout ce savoir. Exactement. Comme ça. On n'aura jamais connu leur histoire. Moi, avec les réseaux sociaux, je suis accessible. Je réponds à 99,9% des mails, à 99,9% aux messages parce que j'estime que je ne dois pas faire les mêmes erreurs que les aînés. Ma fierté, c'est de me dire qu'une petite sœur de 16 ans qui a peut-être fait un bac STG chez nous, c'est un bac technologie en France, se dit parce qu'elle n'a pas fait un bac scientifique, un bac littéraire, un bac économique et social, elle ne peut pas réussir. Non, moi j'ai fait ça, j'ai fait ce parcours-là. Tu peux réussir parce que c'est quelque chose qui te plaît, parce que tu as des convictions et que voilà, c'est ton truc. Donc voilà, moi mon but c'est qu'avec mes réseaux sociaux,
j'inspire une génération de femmes, hein, ici aussi d'hommes, à se dire que let's do it. Réalisons-nous, il n'y a pas de frontières, ils sont les meilleures versions de nous-mêmes. As-tu un conseil pour femmes ou hommes jeunes qui aimeraient lancer son entreprise ou lancer son projet qui nous tient à cœur? Par quoi tu as commencé, toi, la première action? Parce que c'est toujours ça. Moi, quand je rencontre des gens, mais ça a été quoi ta première action, Déborah? Donc, toi, ça a été quoi ta première action et quel serait ton conseil? La première action, c'est de faire. On passe beaucoup de temps à penser. À penser, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que. Il faut juste faire. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Il y a une expression au Cameroun qui dit allons seulement. Voilà, allons seulement et puis on verra. Et puis on verra. On verra. Qu'importe ce qui peut arriver, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Au journal Au Monde et chez TV5, j'ai beaucoup couvert l'entrepreneuriat, ce genre de choses sur le continent et même vis-à-vis de la diaspora. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires qui me permettent de relativiser. Je ne suis pas pressée. Je ne rêve pas de mon premier million. Des gens qui font de l'entrepreneuriat pour être millionnaires. Moi, je fais de l'entrepreneuriat pour changer la vie des gens. Voilà, si j'embauche des personnes qui envoient leurs enfants à l'école, qui ont de quoi manger, moi ça me suffit. Parce qu'au final, c'est comment tu te sens, ton bien-être. Moi, j'estime qu'on devrait vivre pour être heureux. On ne devrait pas vivre pour être mouton. Il y a une expression qui dit on travaille pour acheter mouton, mais finalement tu deviens toi-même mouton. On travaille pour acheter mouton, mais pas pour devenir mouton. Donc, c'est le plus important, donc il faut juste faire. Si c'est de parler, il faut juste faire. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais qui ne font pas. Et c'est bien dommage parce que ça nous dessert plus que ça nous sert. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire partie de ces personnes qui sur internet disent que c'est comme ci, c'est comme ça et qui ne font pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi de rentrer ma salle au Cameroun parce que ça aurait été stupide de vendre l'Afrique. De vendre l'Afrique sans vivre à Paris, sans sans comprendre et connaître les réalités locales. Surtout que les médias me mettent beaucoup en avant comme Camerounaise, comme entrepreneur africain. Derrière le projet, ça va visiter l'Afrique. Voilà, donc non, il faudrait qu'à un moment je sois sur le continent et que je subisse ce que mes frères vivent et qu'on se dise que oui, on est des entrepreneurs africains parce qu'on vit les mêmes choses. Et pas vivre en Belgique, à Montréal, aux États-Unis. Et donner la leçon aux autres parce qu'au final, on a internet, au débit, ça va vite. Moi, je vois quand je suis au Cameroun, quand je dois faire un article, visiter l'Afrique, après 45 minutes, je dis on va ça demain. Donc voilà, c'est des petits challenges comme ça où les process. On vit avec. Zéro regret. Ah non, aujourd'hui, je suis super contente, mais je ferai encore le bilan dans un an. Mais je ne pense pas parce que je vois des personnes qui s'y intéressent, qui me suivent aussi pour savoir s'ils doivent rentrer ou pas. Donc au final, mon retour, c'est pas que le mien, c'est le retour de toute une génération qui se pose des questions. Est-ce qu'on doit tous rentrer? Je ne pense pas. Il y a des personnes qui ont des familles à gérer en vivant à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer parce que la famille compte sur eux, c'est compliqué. Donc tout le monde n'est pas amené à rentrer, chacun trouve son moment, mais il n'y a pas le bon moment. Moi, je me suis levée, j'ai posé ma démission et je suis partie. Que de l'inspiration. Merci beaucoup, Diane. Très beau message. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce bon moment avec Diane Audrey-Ngato de visiter l'Afrique, qui nous a visité à Montréal. Et quand est-ce une version visiter Montréal? On laisse quelques conseils visiter Montréal. Je laisse ça à la communauté haïtienne depuis longtemps. Très longtemps, oui, ça c'est vrai. Depuis très longtemps ici. Voilà. On va s'en charger. Donc j'espère que tu pourras le faire. J'irai regarder. Et je pense que le Canada sait déjà très bien vendre sa destination. Quand on est au Cameroun aujourd'hui, tout le monde rêve d'aller au Canada. Franchement, mes copains disent au Canada. Dis-moi mon frère. Ah oui. Tu vas aller à Paris. Ah non, c'est Canada. Il faut lui parler de la neige. Surtout, ne pas oublier de parler de la neige. Il est moins 35 là, il va. Mais comme ils ont vu ça, à la télé, ils veulent un peu vivre l'expérience. Ah non, mais on va parler de l'expérience sur place. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup, Déborah, et à très bientôt. À très bientôt.